Merci, cher Beina, pour cette présentation, je dirais, exhaustive, hein, pour tous les besoins pour la femme enceinte. Peut-être pour les questions, par la suite, on verra comment on peut pouvoir peut-être cadrer tout ça pour une femme. Et ça serait une bonne occasion d'en discuter avec vous. Alors, pour la prochaine présentation, c'est notre ami Youssef Abou Salah qui va nous parler comment produire, je dirais, des bébés intelligents. Hein. Donc, par la nutrition. Ben, c'est ça. Alors, la nutrition et la neurocognition durant les 1000 premiers jours. Donc, tu es de la maison, tu as 15 minutes. Merci. D'accord, même pas. Tout d'abord, je remercie mon collègue professeur Boule d'avoir zappé la sienne pour nous faire gagner le temps. Je vous garantis que je vais être très très vite. Je vous économiserai même 5 à 10 minutes, d'accord? Je vais essayer d'être très très là. Donc, notre thème de ce jour, c'est la nutrition et la cognition durant les 1000 jours. J'ai rêvé de Shakespeare ce soir, donc c'était en anglais. Voilà, donc je ne vais pas quand même rappeler l'intérêt de ces 1000 jours-là qui sont très très critiques, soit disons au niveau du développement physique et du développement intellectuel de l'enfant. Et si on arrive à prévenir, ça va faire beaucoup de bien pour nos enfants. Alors, comment on intervient? Bien sûr avec une nutrition adéquate et puis des pratiques très importantes et surtout du stress. Je souligne un environnement très sain, très très sain, avec vraiment des soins très suffisants et surtout une très bonne hygiène et un environnement familial très 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 sain. Je ne vais pas comme revenir sur la définition des 1000 jours, vous connaissez, c'est la somme des choses. Je crois que cette diapositive va quand même résumer un peu l'importance de ces 1000 jours, ok? Donc peut-être c'est des répétitions, mais vous voyez, il y a plusieurs phases, ok? Et puis vous avez dans chaque phase ce qui est très très important, ok? Donc anténatal, vous avez cette phase-là, vraiment c'est très très important au niveau de supplémentation de fer et de l'acide folique pour la femme enceinte. Vous avez après la naissance, question d'allaitement maternel exclusif. Vous avez aussi tout le monitoring de la surveillance de la croissance de l'enfant, ça c'est très important. Vous avez bien sûr, si c'est possible, d'avoir des aliments de base fortifiés, okay, comme chez nous, pour la farine par exemple de fer, le sel, etc. Et c'est très important, puisqu'on avait parlé aussi de l'eau tout à l'heure, il faut voir de l'eau qui est très très bonne, potable, et bien sûr, il faut voir des conditions de, voilà ce qu'on appelle parce qu'il y a des milieux où les conditions de sommeil sont très mauvaises, parce qu'il y a des parasitoses, il y a des piqûres, etc. Il faut vraiment avoir un environnement de sommeil aussi, c'est 8 heures de sommeil, pour que ça se passe dans des conditions saines. Par contre, ça peut-être c'est très important, si on peut prendre 2 secondes d'en parler. Vous avez 3 éléments ici, ce qu'on appelle le poids pour âge, WAS, la taille pour le poids pour taille, le WHZ, et vous avez ce très important sur le retard de croissance qui est exprimé par le Height for Age, le HAS. Regardez ce bleu-là, et regardez, essayez de vous repérer pour le 24 mois, vous allez retrouver peut-être à peu près ici, okay, entre 22 et 25, voyez les courbes là, la rouge et la verte, il y a quand même une stabilité plus ou moins, mais regardez les dégâts qui se font à l'échelon international. C'est une méta-étude. Sur ces 4 pays, vous voyez que nous partons des retards de croissance qui sont très sévères en retards de croissance qui sont plus sévères, et c'est mesuré par l'écart à la moyenne de ce qu'on appelle, vous connaissez tous cette histoire de score Z. Vous avez un fléchissement en bas. Voilà. Bon, je ne vais pas quand même dire, vous avez un cerveau qui se développe bien sûr déjà in utero, et qui se développe en cours après 2 années. Il y a même cette histoire de neurogénèse dans des parties préfrontales, où on peut avoir l'espoir d'avoir quand même des multiplications des neurones dans quelques espaces, mais c'est très important, il faut avoir une bonne nutrition, il faut avoir
non-exposition au stress toxique qui peut être soit des radicaux libres, etc., etc. Donc, pour assurer un développement mental. Donc là, c'est le développement du brain. Alors, comment se développe ce brain-là, ce cerveau-là? Vous avez bien sûr, entre la conception et la naissance, vous avez la phase de prolifération cellulaire et de la migration des cellules au niveau du cortex. Okay? Et vous avez, parce que ce qui nous intéresse maintenant, regardez, 2 années, vous avez ici 2, le chiffre 2 après 12, 2 années, vous avez toutes les courbes augmentent jusqu'à des plateaux à ce niveau-là, et juste après 2 années, vous avez celles qui vont diminuer. Donc, effectivement, il y a une utilisation, une efficience optimale de l'énergie et l'utilisation de la nutrition. Avec grand sigma, les éléments nutritionnels sont utilisés optimalement pendant cette période-là. Et après, il y a des risques de non-rattrapage. Voilà, donc ça encadre ça. Et vous avez par exemple le fer, vous avez pendant cette période-là, vous avez 0,27 mg par jour entre 0 et 6 mois. Okay? Et vous avez, ça augmente à un pic de 11 mg par jour. Et puis ça descend. Donc, comme quoi la fenêtre de ces 1000 jours est très très importante en termes de demande en fer. Bien sûr, le problème, c'est qu'on ne peut pas mesurer, c'est très difficile de mesurer l'intelligence, ce qu'on appelle le cognitive, la mémoire, l'intelligence, le raisonnement d'un enfant d'1 année à 12 ans. C'est très difficile. Par contre, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à l'adulte, jusqu'à même une personne âgée, il y a ce qu'on appelle des batteries de tests cognitifs, des tests d'intelligence comme le RAVED, des tests de mémoire, etc. Mais pour cette période-là, c'est surtout la relation psychosociale qui va être exprimée par la relation entre la mère et l'enfant. Si la relation entre la mère et l'enfant est très bonne, ça veut dire que sa cognition est très bonne. C'est-à-dire, par exemple, quand la maman allaite l'enfant, il faut qu'elle ou qu'il la regarde dans les yeux. C'est vraiment un signal de bonne cognition, de bonne relation. Est-ce que j'ai besoin de ça? Tu m'as perturbé là, mon cher ami. Ok, ça va. Donc, j'ai dit quelques mots sur cette histoire de psychosocial. Donc, je vais quand même pas lire tout ce que j'ai ici. Alors, le développement de l'enfant, bien sûr en termes neuro-cérébraux, cognitifs, ça demande bien sûr, vous avez ici le temps de parentine, et ça engage aussi l'homme avec grand âge. Donc, une bonne parentine, que ce soit de la mère et de l'enfant, un environnement stimulant est très très important, et bien sûr une éducation précoce. La mise à l'épreuve précoce est très importante aussi pour stimuler les fonctions cognitives de l'enfant. Et bien sûr, de l'autre côté, ce qui est mauvais, il faut l'éviter. Okay? Vous avez un milieu familial où il y a beaucoup de violence, etc. Ça crée beaucoup de problèmes au niveau de la cognition et du développement de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez toujours cette histoire de 1000 jours, la fenêtre. Et vous avez ce qui va être optimal. Vous avez des facteurs. Si vous avez des facteurs de risque qui sont supérieurs aux facteurs protectifs, vous êtes dans le bas. Vous avez donc une fonction cérébrale mauvaise. De l'autre côté, vous avez une fonction cérébrale qui est très optimale. Et puis, il y a des possibilités de réduction des facteurs de risque après 2 années, mais pas pour tous. Par exemple, la carence en fer, lorsqu'il est soit prénatal ou bien après la naissance, il est difficilement récupérable et corrigeable à l'âge jeune ou bien à l'âge adulte. Donc il y a des choses qui ne sont pas vraiment très récupérables. Là, c'est pour vous dire qu'il y a un problème de retard de croissance qui peut être un retard de croissance initié in utero qui va être engendré vers l'extérieur et l'enfant va avoir ce qu'on appelle le retard de croissance, c'est-à-dire une petite taille. Alors, est-ce que c'est réversible? Mais growth catch-up is possible in later childhood. On peut rattraper quand même avec une suralimentation, avec beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, mais regardez l'autre côté, mental and cognitive impairments are often permanent and irresistible. Si je peux récupérer afin de catch-up growth physique, il est malheureusement difficile, non possible de rattraper le développement
cognitif et neuronal après 2 années, après cette fenêtre. Alors, il y a quand même un certain nombre de stratégies. Nous avons écouté le ministère de la Santé. Donc, vraiment, ce sont des approches, bien sûr, multidisciplinaires. Vous avez le côté education, le numéro 3. Vous avez la sécurité alimentaire dont on a parlé notre ami Silboul. Vous avez tout le côté environnement avec l'eau potable, etc. Vous avez, bien sûr, j'ai parlé de la protection sociale de l'enfant, etc. Et tout ça, ça peut engendrer un état nutritionnel pendant cet âge-là. Donc, c'est multisectoriel. Cette boucle aussi, ça exprime ce côté-là du multisectorialité de l'approche nutritionnelle. Je n'ai pas le temps pour revenir. Bien. Donc, ce qui est très important pour comprendre le développement du cerveau, et le lier au développement neuronal, et après, par corollaire, le lier au développement cognitif. Il y a 3 niveaux. Il y a un développement du cerveau. Par exemple, je vais défiler un petit peu, je vais essayer de revenir. Après, voilà, je m'excuse, parce qu'il faut gagner le temps, voilà, je suis là. Est-ce que vous voyez, vous avez un cerveau qui va augmenter de taille, de 100 grammes à peu près 1 kilogramme. Ok? Voyez un peu le rôle des oméga 6 et des oméga 3 qui vont engendrer les acides gras polyinsaturés à chaîne longue, les PFA qu'on appelle les DHA ou bien les ECOSA. Donc vous voyez un peu, c'est linéaire. Vous voyez, c'est presque une régression linéaire. C'est une corrélation très très importante. Donc vous avez des nutriments qui sont corrélés avec rien qu'avec la multiplication neuronale en termes de quantité. Maintenant, en termes de qualité, il y a beaucoup de choses, par exemple le fer. Donc je vais essayer de revenir pour vous accompagner avec ces histoires. Je vais retrouver. Voilà. Donc là, regardez ce développement-là du cerveau humain. Vous avez ce cadran-là, il est dans les 1000 jours, il exclut un petit peu quelques jours, mais vous voyez pendant cette période-là, il se développe au niveau du cerveau. Donc je parle en termes qualitatifs cortical. C'est pendant cette période que se développe le cortex qui est responsable de la vision, la partie de vision, la partie de l'ouïe, la partie, j'arrive pas à lire là-bas, le langage, etc., etc., etc. Donc le centre de langage qu'on appelle le centre de Broca et de Venici, il se développe pendant cette période-là. Regardez, après le cadran, la plupart des indicateurs de développement rechutent après 2 années. Si elle rechute, on ne peut pas rebondir. C'est difficile de rebondir, même avec une bonne nutrition. Donc, je ne vais pas quand même tout lire parce que je sais que je vais quand même... Il y a beaucoup de choses, mais je vous explique seulement 2 choses. Voilà. Si vous arrivez à voir ça, rien que le fer, entre la naissance et un an, le fer il est exigeant. Il n'attend pas les 2 années. Si on rate l'opportunité de la première année, le fer, déjà on a beaucoup de problèmes à long terme. Même si je supplémente, même si je corrige, même à long terme. Il y a des cohortes qui sont faites jusqu'à 10 ans, ça ne revient pas. Pourquoi? Parce que si dans cette période-là, vous avez l'utilisation optimale du fer, et en même temps, vous avez la croissance neuronale, la synaptogénèse, l'oligodendrocytogénèse, etc., etc., etc. Donc, si on rate ça, donc on est vraiment en corrélation avec les stratégies de nutrition qui font qu'il faut vraiment mesurer l'état nutritionnel en fer et agir. Je ne vais pas quand même supplémenter, mais il faut agir. Ça dépend des situations. Il y a des situations où on peut supplémenter. Il y a des situations, même avec la stratégie de supplémentation, on n'arrive pas à avoir, soit on est jeune, où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de... Donc la supplémentation, il est un peu plus difficile que la fortification. La fortification, les gens peuvent aller acheter. Mais la supplémentation, il faut que les gens, dans les différentes situations, aient accès à ces médicaments-là, à ce fer. Donc, pour vous expliquer ici, seulement au niveau 2 est réversible, vous avez tout la lignée dopaminergique, c'est-à-dire ce qui est très très important, un enfant qui est carencé en fer, malheureusement,
ne peut pas se sentir heureux. C'est-à-dire parce que la dopamine, il est responsable de l'émotion de plaisir. D'accord? Donc c'est un enfant qui, même si vous le voyez un peu effacé, vous le voyez un peu frustré parce que il est carencé en fer. Et malheureusement, c'est irréversible. D'accord? Donc j'ai beaucoup à vous dire, mais malheureusement, pour vous faire gagner le temps, je m'excuse et je vous remercie. Merci, professeur Salah. Donc j'invite tous les orateurs à me rejoindre peut-être pour prendre 5 minutes de discussion s'il y a des questions dans la salle. Salah. Oh, alors je vous dévoile ici. Vous avez écrit sur le même document, c'est ça. Je parle à une doctorante, donc vous avez écrit ici l'ordre. Ça c'est important aussi, c'est l'ordre de passage des communications orales, puisqu'on n'a pas sur le document. Je me permets de le mettre ici pour nos doctorants, ou bien nos nouveaux docteurs, nos récents, pour savoir l'ordre de leur communication. Il y a 12 journées aujourd'hui, de 1 à 7, et puis de 8 à 16, c'est pour demain. J'ai une question, professeur Abou Salah, pour le développement du cerveau. Effectivement, le développement du cerveau à partir d'un certain âge, il est très difficile de récupérer. À partir de, par exemple, d'une année. Mais tu as beaucoup plus incriminé le fer. Un exemple. Comme exemple. Mais il y a d'autres exemples, comme le zinc, par exemple. Voilà. Donc tu as répondu à la question. Vous ne direz pas le contraire que la concentration en zinc du cerveau fait 2 ou 3 fois celle des autres organes. Donc vous avez la concentration en zinc, en fer et même oméga 3 et oméga 6 sont plus concentrés au niveau de notre cerveau par rapport à d'autres organes, même le foie. Surtout pour les neurotransmetteurs que tu as montré, exactement. La dopamine, la sérotonine, le GABA, etc. Exactement, et ça se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les méthylthionéines. Je vous rappelle les enzymes qui fixent le zinc. C'est pour cela que le zinc, il est difficilement estimé, l'état en zinc, il est difficilement estimé parce que son niveau plasmatique, il est labile. Il n'y a que peu dans le plasma. Donc pour chercher le zinc, c'est très difficile. Il faut aller voir soit les cheveux, parce que le zinc en général, il accompagne des protéines qu'on appelle les hétéroprotéines thiolées, qui contiennent le soufre. Donc on va le retrouver dans les kératines, dans les phanères, ou bien dans toutes les parties vraiment qui sont scléroses. Par contre, si vous le cherchez c'est un mauvais indicateur. Le zinc, c'est un mauvais indicateur de le chercher au niveau du plasma. C'est ça. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas le chercher où. Parce qu'en général, pour le faire, je vais chercher la ferritine pour voir la réserve. Je vais mesurer l'hémoglobine pour voir si j'ai un problème grave avancé. Mais pour le zinc, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas accès au cerveau, malheureusement. C'est difficile. Donc tous les travaux qui se font, ce sont des travaux au niveau modèle animal. Et on essaie de transposer par rapport à l'homme avec vraiment des coefficients de correction qui sont très avec des précautions. Pour le zinc, oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu as des recommandations pour profiter pleinement de cette période de croissance, je dirais, cérébrale, ne serait-ce qu'en matière justement de micronutriments pour les bébés pendant cette fenêtre d'opportunité? On vient de l'entendre que c'est une période d'opportunité. Donc, si on se
Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que Mme Bayna a parlé. Parce qu'effectivement, c'est logique, c'est très bien. Tous les éléments qui sont là, dedans, dans notre organisme, ils ont un rôle. Et quand il y a une carence de cet élément-là, il y aura une répression quelque part. Malheureusement, il y a des éléments qui sont clés, qui répercutent à l'âge avancé, et surtout sur un moteur qui s'appelle le cerveau. Le fer, l'équilibre oméga 3, oméga 6, oméga 6 sur oméga 3 doit être autour de 2, 2,5, ok? Et bien sûr, le zinc. Ok, je ne parlais pas de l'iode, parce que à ce niveau-là, vraiment, au niveau de l'iode, il faut déjà corriger la maman. S'il y a un problème de goitre clinique qui est là, il faut corriger la maman. Mais déjà, on essaie d'attaquer les trois là, l'équilibre oméga 3, oméga 6, le fer et le zinc, pendant cette période-là, ils sont très très importants. Maintenant, comment? Je ne sais pas. Est-ce que nous avons bien fait au Maroc? Nous avons fortifié la farine de blé tendre avec la forme du fer élémentaire, électronique, carbonilique, c'est-à-dire tout ce qui est de brut, tout ce qui est vraiment le plus simple. C'est vrai que c'est moins cher, c'est vrai que moins disponible, mais des risques de chélation sont grands, soit avec les lipides, etc. C'est ça là. Vous m'écoutez, c'est ça là. Et là, qu'en-est-il? Je crois que Mme Amari est encore là, et le ministère de la Santé il est conscient. On est en train de discuter ça, mais malheureusement, l'alternative, ça coûte cher. Ajoutez le DTA, iron, fer. Et celui-ci, ça va faire augmenter le prix du pain de 1 dirham 20. Ah, c'est pas moi, je ne vais pas le dire le chiffre, c'est mort d'Aran. Vous avez compris. Donc là, c'est un enjeu, comment faire. C'est pour cela qu'il y a même des pays qui ne discutent pas cette histoire de fortification. Pour eux, la stratégie numéro 1, c'est l'éducation nutritionnelle et la diversification alimentaire. Après, on va voir. D'accord? Donc, un enfant, et c'est votre communication. C'est la vôtre. Moi, je m'arrête dans la fenêtre d'opportunité. Vous allez introduire les aliments, la diversification alimentaire. Je ne vais pas quand même chevaucher sur la vôtre. Et moi, merci pour la question. Merci pour votre présentation qui a été très claire et vous avez soulevé un point très important. Justement, je veux juste poser une question sur quand vous avez discuté le rôle des oméga 3 et oméga 6 au cours de la période de 1000 jours. Est-ce que nous ne pouvons pas, par exemple, recommander aux femmes pour donner l'huile d'olive à leurs enfants à partir de la période de diversification, c'est-à-dire à partir de 6 mois. Puisque l'huile d'olive... Non. L'huile d'olive ne contient pas. C'est très... vous avez peut-être pensé à autre chose et vous avez bien dit l'huile d'olive. Je pense bien que vous voulez dire une autre huile. L'huile d'olive, elle est pauvre en acide oméga 3 et oméga 6. Il contient beaucoup d'acide oléique qui est monoinsaturé. Une seule désaturation. Et cette huile d'olive qui est riche... Je me permets quand même de faire, parce que votre question elle est pertinente. L'huile d'olive, elle est riche en acide oléique, oméga, c'est-à-dire 9. D'accord? Et c'est monoinsaturé. Et les nutritionnistes, ils l'appellent un acide neutre. Parce que, quel est le problème? Si vous prenez beaucoup d'oméga 6, c'est un facteur oncogène. C'est de l'huile là. Si vous prenez beaucoup d'oméga 3, c'est un facteur protecteur. Au niveau de votre organisme, c'est l'équilibre entre les deux. C'est un rapport. Au début du siècle, c'était de 1. C'était idéal. Maintenant, il peut aller jusqu'à 10, jusqu'à 20, et c'est mauvais. On dit que 10 grammes oméga 6, 2 grammes oméga 3, rapport de 5 est bon. Maintenant, ce qui est très important, c'est de faire une éducation nutritionnelle pour les gens, pour leur montrer quels sont les aliments dont oméga 6 sur oméga 3 et dans cette tranche. J'ai les aliments, j'ai
dans mon cours, je n'ai pas ça dans ma tête, je peux me permettre de vous le mettre ici, les aliments, chacun oméga 6 sur oméga 3 dialogue, c'est le message qu'il faut passer aux individus. Oui. Ta présentation, mais j'ai eu l'occasion d'assister dernièrement à une très grande étude qui a gagné un grand prix mondial et qui s'intitulait Nutrition et système immunitaire. La nutrition et système immunitaire, oui. Et dans cette étude, c'est des Anglais qui ont tout simplement donné aux femmes enceintes du saumon qui est l'équivalent du sardine. Et ils ont mesuré le bénéfice sur leur progéniture après 2 ans. Donc ils ont trouvé qu'il y avait une protection très significative contre l'asthme et contre plusieurs autres maladies pour les nouveau-nés. Donc ça, ce qu'il est en train de parler. Donc la prise, c'est-à-dire, à mon avis, il faut toujours, dans un premier lieu, aller chercher une alimentation saine, une alimentation bien équilibrée, parce que je vais revenir peut-être à ce qu'il a dit mon ami. Je suis très heureux tout à l'heure. J'ai pensé à toi, ça fait 3 ou 4 jours, quand on faisait les rallyes des gazelles. Donc on a eu beaucoup de bons temps ensemble, quand on travaillait ensemble. Et moi, la question que je vais te poser, tu as dit à un certain moment qu'on est obligé de supplémenter pour les femmes enceintes. Mais quel type de femmes enceintes? On sait très bien que nous avons des femmes enceintes dans des régions que nous avons visitées ensemble, hein, et quand on a eu beaucoup un super rapport, et qui n'ont accès qu'à la farine et qu'à le thé. Qu'est-ce qu'ils ont fait faire? Parce que, en même temps, je reste un petit peu sceptique d'une supplémentation automatique. Parce que, où est l'organisme là-dedans? Comment on va faire travailler notre organisme, notre physiologie? Comment il va peut-être pouvoir extraire les nutriments des aliments? Peut-être conseiller également en parallèle une alimentation saine et attendre et faire toute une panoplie des analyses pour savoir lesquels qui manquaient de ces micronutriments. Je sais pas ce que tu penses. Merci, cher ami. Oui, en effet, le premier réflexe, c'est de conseiller une alimentation équilibrée, une hygiène de vie, de l'activité physique. Ça, rien ne détrône cette approche-là. Ça, c'est la règle numéro 1 qui devrait être systématiquement préconisée et même, on va dire, booster les gens et les jeunes femmes, puisque c'est des femmes dont on parle, à d'abord, je dirais, essayer de la voie, entre guillemets, naturelle, l'alimentation équilibrée, l'hygiène de vie saine. La réalité, elle est là. C'est que nous sommes dans un système mondialement qui surconsomme nos micronutriments, pour les diverses raisons dont on a pu parler, et le constat, il est là. Il est malheureux, mais il est là. Donc, que faire? Sachant aussi que pour corriger un profil en micronutriments, ça prend du temps, 3 à 6 mois. Rien que pour se débarrasser des effets de la pilule, sur le statut micronutritionnel, il faut 6 mois. Et si la jeune femme tombe enceinte avant les 6 mois, après l'arrêt de la grossesse, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas l'idéal, c'est sûr. La supplémentation, nous on n'est pas là pour aider l'industrie pharmaceutique à vendre des suppléments, mais c'est un constat. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Je voudrais revenir sur l'histoire des oméga 3. Oui, bien sûr, nous avons visité des zones très déshéritées. Oustad, il a parlé de saumon, mais chez nous, nous avons un don du ciel. C'est des sardines, et qui en plus en bout de chaîne. Il n'a pas besoin de saumon, il n'a pas les métaux lourds. C'est un poisson de fin de chaîne, donc il concentre les sardines. Je pense à la région dont on parlait. Les sardines en conserve gardent leurs oméga 3 pour peu qu'elles soient dans l'huile. Donc c'est un bon outil pour corriger ou améliorer. Et en plus, c'est le poisson le moins cher. Donc oui, pour répondre, l'alimentation reste le conseil de choix. L'amélioration de l'hygiène de vie, évidemment. L'activité physique, bien entendu. Mais
nous avons des problèmes de santé publique au Maroc. Nous avons le fer, nous avons la vitamine A. Peut-être c'est là où il faut se focaliser pour la femme enceinte. D'ailleurs, c'est ce qui se fait au Maroc. L'essentiel. Mais aller jusqu'aux vitamines, les différents types de vitamines et tout, c'est un peu, je dirais, ça va faire peur aux femmes de tomber. Je ne suis pas une femme, ça va faire peur aux femmes de tomber enceinte. Hein, mais c'est très bien ce que tu as montré. Maintenant, c'est vrai, s'il y a des déficits quelque part, il faut les corriger. Mais il faut aller chercher ces déficits. Et toi, ce que tu préconises, c'est de prendre l'ensemble des vitamines pour une femme enceinte. C'est-à-dire il faut plutôt avoir de la prévention, non? Il s'est arrêté sur le magnésium. Pour dire que le magnésium, vraiment, s'il faut vraiment systématiquement, s'il y a des problèmes d'intervalle intergésique, s'il y a des problèmes de vraiment un risque, il faut vraiment donner du magnésium. Alors que normalement, j'appartiens à une famille, et je vois les photos de ma génération, ils ont 7, 8, 9, 10 frères. Ma génération, ok? Alhamdulillah. Ça veut dire quoi?